Poutine a un schéma, ça ne change jamais. Les passeports d'abord, ensuite la narration de protection, puis les chars. Abkhazie, Ossétie du Sud, Crimée, Donbass, à chaque fois ça a marché. Mais maintenant, Poutine joue la même carte en Transnistrie. Et cette fois, il marche droit dans un piège qu'il ne voit pas venir. Le 15 mai 2026, Poutine a signé un décret présidentiel. Pas un décret ordinaire, un décret systématique, conçu pour convertir la population entière de Transnistrie en citoyens russes. Normalement, obtenir la citoyenneté russe prend 5 ans. Il faut passer un examen de langue russe. Il faut réussir un test de connaissance sur l'histoire russe. Le décret a supprimé tout ça. N'importe qui, plus de 18 ans, vivant dans la région, peut postuler directement. Les orphelins, les enfants non accompagnés, les personnes handicapées aussi, par leurs tuteurs légaux. Et voici le détail qui révèle vraiment l'intention. Les candidats n'ont pas besoin de mettre un pied sur le territoire russe. Ils peuvent soumettre leurs documents sur place directement auprès des missions diplomatiques russes en Transnistrie. La Russie fabrique des citoyens en masse sur le territoire d'un autre pays, sans même les attirer sur son propre sol. Mais pourquoi c'est important? Parce que ce décret n'est que la première moitié du plan. 5 jours plus tard, le 20 mai, le Conseil de la Fédération russe a approuvé une modification constitutionnelle. Une loi qui donne au président un pouvoir qu'il n'avait pas avant. Le droit d'utiliser la force militaire pour protéger les citoyens russes arrêtés, détenus ou poursuivis à l'étranger. Et écoutez bien, les méthodes sont indéterminées. La forme, l'échelle, les limites de l'intervention militaire sont entièrement laissées à la discrétion du président. Mettez les 2 pièces du puzzle côte à côte. D'abord, faites de tout le monde russe. Ensuite, dites que vos Russes sont en danger. C'est la doctrine. Moldova a réagi immédiatement. Le président Sandu a caractérisé le décret comme un outil de recrutement de soldats pour la guerre en Ukraine. Le Premier ministre Montanu a averti directement les résidents de Transnistrie. Un passeport russe est le passeport d'un pays agresseur. Il n'est pas accepté à la table du monde civilisé. Le gouvernement moldave a également publié un avertissement détaillant les risques. Service militaire obligatoire, restrictions de voyage, exposition aux sanctions internationales. Et voici l'ironie. Depuis le début de la guerre, la majorité de la population de Transnistrie préfère obtenir un passeport moldave plutôt qu'un passeport russe. Un passeport moldave offre la libre circulation en Europe. Un passeport russe signifie l'isolement. Les gens que la Russie prétend vouloir protéger s'éloignent de la Russie. Mais les chiffres montrent à quel point les préoccupations de Moldova sont justifiées. Dans une région d'environ 470 000 habitants, plus de 200 000 détiennent déjà la citoyenneté russe. Le décret cible la moitié restante. S'il réussit, presque toute la région sera russe sur le papier. Selon les données partagées par Sandu, depuis le début de la guerre, la majorité préfère les passeports moldaves. Mais ce que les gens veulent n'a pas de place dans les calculs du Kremlin. Poutine n'a pas besoin de consentement, il a besoin de chiffres. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Poutine peut distribuer tous les passeports qu'il veut, mais peut-il vraiment intervenir? La réponse est non. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder la géographie. Transnistrie est une bande étroite coincée entre le fleuve Dniestre et la frontière ukrainienne, en Moldavie orientale. Et cette bande abrite la présence militaire la plus isolée du monde. La force russe ici compte environ 1500 soldats. Les restes de la 14e armée soviétique, stationnée depuis le cessez-le-feu de 1992 sous l'étiquette de casque bleu. À côté d'eux, environ 8000 milices locales. Mais le nombre sur le papier ne reflète pas la réalité. La grande majorité ne sont pas des soldats d'élite. Ce sont des civils ordinaires, enrôlés avec des passeports russes. Les services de renseignement ukrainiens évaluent que la motivation au combat de cette armée improvisée est presque nulle. Des gens qui veulent abandonner leurs armes et retourner à la vie civile à la première occasion. Mais la vraie question n'est pas la force de ces unités, c'est si la Russie peut les atteindre. Et la réponse est la même de 3 directions. Elle ne peut pas.
Les renforts terrestres sont impossibles parce que l'Ukraine se tient juste au milieu comme un mur. Pas un seul soldat, pas un seul camion de munitions ne peut passer de la Russie à la Transnistrie par voie terrestre. La route maritime est effectivement fermée parce que le contrôle des drones navals ukrainiens en mer Noire se renforce chaque jour. Et la route aérienne est extrêmement risquée parce que les défenses aériennes ukrainiennes et l'espace aérien fermé de la Moldavie rendent tout ravitaillement militaire aérien presque impossible. Un officiel ukrainien de la défense a résumé la situation clairement en avril. Il est clair que la Russie n'a pas le pouvoir de réaliser son intention de créer une zone tampon près de la Transnistrie en Ukraine. Ensuite, il y a le dépôt de munitions de Kabazna. Le plus grand dépôt de munitions non contrôlé d'Europe, abritant 22 000 tonnes de munitions soviétiques. Ça semble terrifiant. Mais la vraie image est différente. La grande majorité de ces munitions n'ont pas été entretenues pendant un quart de siècle et ont dépassé leur durée de vie. Les chars T-64, les lance-roquettes Grad, la plupart sont des pièces de musée. La Russie ne peut ni utiliser, ni transporter, ni détruire cet arsenal. L'OSCE a offert de l'éliminer pendant des années. La Russie refuse. La plus grande carte militaire du Kremlin s'est en fait transformée en une bombe à retardement qui pourrait se détruire d'elle-même à tout moment. Une garnison assiégée, l'approvisionnement coupé, les renforts impossibles et le moral effondré. Et le nom du mur qui assiège cette garnison, c'est l'Ukraine. Et regardons ce qui se construit derrière ce mur. Parce que l'Ukraine ne se contente pas de rester en travers du chemin. Elle tisse une ligne de défense multicouche. Le commandement opérationnel occidental a déployé des forces directement sur la ligne frontalière de la Transnistrie. La structure qui s'élève sur le terrain est impressionnante. Des fossés anti-chars s'étendant sur des kilomètres, des dents de dragon spécialement coulées pour arrêter les blindés russes, des champs de mines calculés, des fortifications approfondies, des bunkers souterrains. Chaque mètre de la frontière est surveillé 24 heures sur 24 avec une surveillance vidéo autonome et des systèmes d'alerte précoce alimentés par l'IA. L'unité de garde-frontière de Mohyliv-Podilsky ne laisse pas passer un oiseau dans la région. Et des unités mécanisées supplémentaires, équipées de véhicules blindés, ont été déployées au point zéro de la frontière. Ce bouclier ne se limite pas seulement à la ligne frontalière face à la Transnistrie. Le long de la frontière ukraino-moldave, dans la région d'Odessa, les systèmes de sécurité sont également renforcés. De nouveaux éléments de fortification, des points de contrôle titans, des systèmes de surveillance modernes. L'ensemble de l'axe Odessa-Moldavie est placé sous surveillance en temps réel. Et ici, une dimension critique entre en jeu. La Transnistrie se trouve à seulement 50 à 80 km d'Odessa. Dans les plans originaux de la Russie, cette région était un tremplin pour assiéger Odessa par l'ouest. Un scénario de débarquement d'infanterie navale en provenance de Crimée, tout en poussant les blindés de Transnistrie pour piéger la ville dans un étau. Si ce scénario s'était concrétisé, la connexion de l'Ukraine à la mer Noire aurait été coupée. Mais le bouclier de défense a annulé ce risque, et ça a créé un second effet. Avec la frontière terrestre sécurisée, l'Ukraine peut allouer plus de ressources aux opérations navales. Les drones navals peuvent partir en toute sécurité du port d'Odessa et mener des opérations loin en mer Noire. La sécurité terrestre se transforme en liberté opérationnelle navale. Moldova ne fait pas ses mouvements seule. L'UE se tient derrière elle. Bruxelles a proposé de doubler l'aide à la défense à 120 millions par an. La représentante de l'UE, Kaja Kallas, a envoyé à Moldova un message clair. La question irrésolue de la Transnistrie ne bloquera pas le chemin de l'intégration. Cette phrase est critique. La Russie utilisait la Transnistrie comme un verrou bloquant le chemin de Moldova vers l'UE depuis des années. Kallas a déclaré ce verrou invalide. L'objectif stratégique de Sandu est clair. Signer l'accord officiel d'adhésion à l'UE d'ici 2028. Moldova prend des mesures audacieuses, mais les menaces russes continuent. Où Chisinau tire-t-il maintenant ce courage?
La réponse est sur la carte. Et c'est ce qui rend cette situation vraiment unique. Chaque fois que cette doctrine a été appliquée auparavant, la géographie jouait en faveur de la Russie. En Crimée, elle avait la supériorité navale et utilisait sa flotte. En Donbass, elle partageait une frontière terrestre et poussait ses chars à travers. En Transnistrie, la géographie s'est entièrement retournée contre elle, et Moscou n'a pas la capacité de surmonter cet obstacle. La doctrine de passeportisation prépare la couverture juridique pour l'intervention militaire. Mais il n'y a pas de force pour soutenir cette couverture, et cet écart de puissance ne fait que grandir parce que la question de la Transnistrie n'est plus seulement le problème de Moldova. La Roumanie, membre de l'OTAN, partage une frontière avec Moldova, et les discussions sur l'unification entre les deux pays prennent de l'ampleur. Bucarest accélère l'intégration des infrastructures. Les réseaux électriques moldaves se connectent désormais aux lignes de l'UE, pas au gaz russe. La modernisation militaire de la Roumanie, avec des F-16 et des batteries patriotes, crée un parapluie de sécurité indirecte, mais tangible, sur Moldova. Quand la Transnistrie sera résolue, le chemin de Moldova vers l'UE s'ouvrira et l'adhésion à l'UE intégrera irréversiblement Moldova dans la sphère économique et de sécurité de la Roumanie, alliée de l'OTAN. Si Poutine perd la Transnistrie, il ne perd pas seulement une région séparatiste, il perd la consolidation du flanc sud-est de l'OTAN. L'évaluation de Métancé résume ce tableau. Tant que l'Ukraine et ses alliés maintiennent leurs avantages défensifs, la perspective d'une opération russe vers la Transnistrie est irréaliste. Moscou ne pourra pas aller au-delà de la rhétorique et des campagnes de déstabilisation. La stratégie d'Europe de l'Est, soigneusement élaborée par Poutine, se désagrège pièce par pièce. Les passeports sont distribués, mais les chars ne peuvent pas passer. Les menaces sont lancées, mais les tranchées ne peuvent pas être traversées. Et les gens que la Russie prétend vouloir protéger votent avec leurs pieds en choisissant les passeports moldaves.